Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à ce deuxième apéro talk de la saison. Alors ce soir, on accueille Patrick, qui est fondateur et CEO de Recast.ai. C'est une plateforme collaborative qui permet aux développeurs de construire des agents conversationnels ou des bots. Et sans plus attendre, je vais laisser Patrick se présenter. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es amené à fonder cette entreprise? Bonsoir à tous. Wow, c'est fort, je vais le mettre un petit peu plus loin. Moi, je suis impressionné de ce côté. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas mal. Il y a plein de monde. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir pour partager. Donc Patrick Joubert, tu l'as dit, cofondateur et CEO de Recast. Donc mon parcours avant tout ça. Donc le premier sujet, c'est je suis le vieux de l'équipe. Tous les autres, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont derrière là-bas. Vous pouvez les voir là. Ils sont. Donc moi, j'ai 20 ans d'expérience déjà. Waouh. J'ai une vie professionnelle en deux temps. Une première partie chez des grands corporates, des banques, BNP Paribas, Société Générale, pendant une quinzaine d'années. Et puis j'ai une deuxième partie de vie professionnelle comme entrepreneur. Allez, on va dire, Recast, c'est ma 4e société. Voilà, avec des sociétés qui marchent pas bien, des sociétés qui marchent très très bien, que j'ai revendues. Et puis Recast. Et comment on arrive là par le fruit du hasard, ou des envies. Ma précédente société était autour du cloud. Donc on va dire cloud, machine learning, intelligence artificielle. Là, on voit qu'il y a des connexions. Et 2014, moi, je vois la conversation comme une prochaine interface, en se disant tout devient conversationnel. Mais comment on fait ça en tant que développeur et que ça soit simple et facile? Et puis là, on regarde un peu ce qui existe et on se dit, mais c'est trop compliqué. Mais trop compliqué. Compliqué, allez, on va dire 3 dimensions. Il faut être un expert en NLP, il faut être expert en data scientist, il faut avoir toutes les données bien qualifiées, précalibrées, etc. Puis il faut être un expert en machine learning. Bon, là, ça fait beaucoup de choses en se disant, bon, alors il faut que j'ai tous ces skills-là pour être dev, pour ajouter des interfaces conversationnelles dans mes applis. Bien. Donc ça, c'est 2014. Le truc fait son chemin. Je regarde des startups d'intelligence artificielle. Moi, comme j'avais vendu une société, on est tout de suite très sollicité pour investir. Donc c'est sympa, ça permet de rencontrer des startups. Et puis, l'idée grandit et je pitch à plein de monde. Et j'ai la chance de croiser des étudiants de 42 qui se disent, bon, why not? On va dire ça comme ça. Ils se disent, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque, ce truc-là? Ils racontent des trucs, ça a l'air sympa. Ben, moi, je vais même le dire avec leurs mots, ça a l'air stylé. Je pense que c'est mieux, hein, vous reconnaissez. Et puis on démarre, MVP. On y va, il faut faire un truc. Mais un truc concret. Là, je pense qu'ils pourraient témoigner en disant, ah ouais, non, mais un truc concret, on n'imaginait pas que c'était ça dans ces délais. C'est toujours plus vite. Alors vous l'imaginez dans un temps de temps, je sais pas, en mois, non. Alors les mois c'est les semaines c'est les jours c'est les heures. Donc il faut aller plus vite. Voilà, et puis on a démarré, mais on va dire 4 mois pour arriver à cristalliser quelque chose qui ressemble à un premier produit. Et puis 6 mois pour arriver à une version bêta. Voilà, donc ce qui est relativement rapide, hein, on va dire, c'est relativement rapide. Voilà, après la singularité de Recast, et après je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais répondre à toutes les questions avant de... la singularité de Recast, après, c'est un projet qui va extrêmement vite, puisque, on va dire, bêta en mars 2016, Product Hunt en avril, second à Viva Technologies en juillet, et décembre 2016, 6000 utilisateurs dans 65 pays. Donc là, il y a comme un effet d'accélération. Voilà. Ouais, merci. Et du coup, pourquoi cette tournée vraiment vers l'intelligence artificielle? Tu m'as dit voilà, justement que tu as fondé plusieurs boîtes avant. Et qu'est-ce qui t'a frappé par ce secteur et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce secteur justement
On sait qu'au Web Summit, c'était le deuxième secteur représenté. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce secteur et de son avenir? Ouais, alors, en fait, il y a plusieurs questions dans la question. Donc déjà, l'intelligence artificielle, en fait, on est à un nouveau moment où aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles, grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va dire, le computing coûte pas très cher, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir accès dans le cloud à des ressources, donc pouvoir faire des calculs, lancer des modèles de façon extrêmement simple. Et il y a énormément de modèles disponibles partout. Et donc vous pouvez aller prendre sur étagère plein d'algorithmes de machine learning. Et donc ça favorise l'innovation. Okay. Il y a aussi des progrès dans les algorithmes. Regardez tout ce qui a été publié sur le deep learning, etc. Il y a, on va dire, 3-4 ans, et c'est en train de révolutionner ce qu'on peut faire. Je donne un exemple sur la reconnaissance d'images aujourd'hui, les photos. Tout le monde utilise Facebook, ils ne se trompent jamais. Hein. Bon, ben voilà, ça y est, maintenant ils ne se trompent jamais. Bientôt, on ne se trompera plus sur la voix. On pourra parler à des objets et ça marchera à tous les coups. Mais bientôt, hein, c'est bientôt. Donc ça rend des nouvelles choses possibles et puis bah, ça permet d'interagir avec notre quotidien. Et c'est ça qui fait que ça en fait un sujet extrêmement porteur. Moi, je le vois très clairement si on fait les vagues d'innovation, on va dire le mobile, le cloud, AI. Voilà. Et après, bon, il y a d'autres. Il y a Big Data qui est passé effectivement comme quelque chose de, mais qui a une vague qui est plus longue. On mettra les objets connectés. Bon, vous mixez tout ça et ça fait ça fait plein d'idées, plein de projets, voilà, pour innover. Donc tu parles d'innovation. Est-ce que tu penses que c'est une innovation destructrice et que l'intelligence artificielle peut remplacer à terme beaucoup de nos actuels métiers? Ouais, j'ai croisé un bot. Vous voyez, ça fait mal. Non, je plaisante. Une attaque de bot en règle. Voilà, un bras cassé. Il y en a qu'un chez Recast, un bras cassé, je vous rassure. Et donc, destructrice, c'est toujours la question. L'AI, c'est méchant, ça va, etc. Bien. Alors moi, j'ai une autre conviction. Évidemment, tous les progrès sont là pour remplacer d'anciennes façons de faire. Et évidemment, l'ancienne façon de faire. J'étais maréchal ferrant, les automobiles arrivent. Effectivement, il faut que je trouve un nouveau métier. Donc c'est peut-être dire je vais faire garagiste. Mais bon, il faut arriver à inventer le nouveau métier sans savoir ce que c'est. Donc les choses vont glisser. Donc ça, je suis vraiment convaincu de ça. Et plus il y a d'innovation, plus ça permet en fait de fournir des nouveaux usages. Alors je vais donner un exemple très précis et qui est lié à l'AI et précisément à la conversation. Aujourd'hui, on est tous sur Messenger, WhatsApp, et toutes les applis de messaging. Et là, il y a une opportunité d'être connecté avec tous les services qu'on aime. Ok, je sais pas, taxi, resto, les services de notre banque, tous les services de la vie de tous les jours. Mais comment va-t-on rendre un service personnalisé, de qualité, à l'échelle? S'il n'y a pas de technologie, on ne peut pas le faire. Donc la vision, c'est de dire on va utiliser la technologie pour inventer des nouveaux services personnalisés qu'aujourd'hui on ne rend pas parce qu'on n'a pas la technologie. Après, ça n'empêchera jamais personne d'utiliser la technologie pour remplacer ce qu'on fait aujourd'hui d'une certaine manière et de le faire moins cher, voilà, bien sûr. Mais vraiment, la conviction, moi ce que je crois très très profondément, c'est comment on peut inventer des nouveaux services et des choses que c'est rendu possible justement parce qu'il y a cette nouvelle technologie. Voilà. Et c'est beaucoup plus fort d'ailleurs pour vendre votre projet et vendre la technologie que vous portez. C'est ok, je fais mieux, un peu mieux que ce qui existe déjà. Bon, ok, c'est sympa, c'est peut-être moins cher, c'est plus rapide, etc. Mais si je fais un nouveau service qui n'existe pas pour faire un nouveau business qui n'existe pas, là c'est beaucoup plus fort. Ok. Et du coup, tu parlais des services de messagerie. Est-ce que tu penses que la plupart des applications vont migrer pour justement vers un bot
au niveau de ces services de messagerie, ou parce que je sais déjà qu'Uber le fait, que même Domino's Pizza le fait. On peut commander une pizza à travers un bot sur Messenger. Donc, qu'est-ce que tu penses toi, de cette évolution en termes d'application? Alors, c'est le débat. Est-ce qu'on va avoir... bon, je sais pas, je crois qu'il y a plus de 2 millions d'applications disponibles sur les App Store. Non, 2 milliards, un truc comme ça. Bon, je sais plus le chiffre. Mais ils doivent le savoir. Là. Donc, est-ce qu'on va avoir 2 milliards de bots, du moins différents, avec des fonctionnalités partout, etc. Ça, c'est une vraie bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un peu du web au mobile et du mobile, du moins des apps au bot. Donc, est-ce que le mobile a chassé le web? Bah non. En complémentarité, puis les usages sont déplacés sur les smartphones parce qu'on avait des smartphones. Très bien. Donc après, on va dire le chatbot, qu'est-ce qu'il va apporter? Le chatbot, il apporte le fait que, ah oui, est-ce que j'ai installé la dernière appli, machin? Bah non, parce que vous n'avez pas besoin de l'installer, puisque c'est directement sur votre appli de messaging favorite. Après, pareil, est-ce que ça va être la même expérience que l'on va retrouver dans une application mobile? Bah, forcément non, puisque si on veut être très très efficace, c'est que c'est vraiment, je dois cliquer à 3 endroits pour faire une réservation ou quelque chose, peut-être c'est cette expérience qu'on va préférer. Par contre, c'est une expérience que je vais qualifier de dynamique, où il n'y a pas de schéma prédéfini. C'est votre demande, votre besoin au moment où vous l'avez. Et là, vous l'avez exprimé de la façon la plus simple que l'on a tous, ou comme je suis en train de vous parler, c'est en langage naturel. Donc là, c'est j'ai exprimé mon besoin, et puis le bot va me répondre. Donc c'est des nouveaux usages, donc c'est une nouvelle vague. Donc voilà, après, moi j'aime à dire, c'est un peu comme le mobile en 2007-2008. Vous voyez, quand l'App Store, Apple a lancé... Apple Store, là ça démarre. Là. Voilà, on est peut-être allé 2008. Et je pense très sincèrement que ça ira beaucoup plus vite. Ok. Et du coup, en termes, tu me le disais tout à l'heure, plus de 10 000 bots qui ont été créés en un peu moins d'1 an. Est-ce que tu vois une tendance vers un secteur en particulier dans la création de ces bots? Et aussi, deuxième question, juste après, tu parlais d'une fonctionnalité hyper intéressante dans Recast, c'était que plus on créait de bots, plus l'intelligence du bot devenait performante et aider les prochains développeurs à en créer. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette fonctionnalité? Ouais. Je vais démarrer par là. Puis après, on verra sur les 10 000 bots qui sont présents sur la plateforme. Quand on a démarré Recast, l'idée c'était il faut que ça soit plus simple et que ça soit plus rapide que ce qui existe sur le marché. Bien. Bon, on n'est pas Google, Amazon, Facebook et autres, là, donc on n'a pas les données dont ils disposent, les moyens dont ils disposent. Donc il a fallu trouver un moyen, être un peu plus malin pour se dire comment nous, on peut résoudre le problème qu'on a à résoudre. Et donc on a fait 2 choses. Le premier, on s'est dit, si on avait une communauté qui entraînait notre AI au bénéfice de tout le monde, ce serait vraiment sympa. On va essayer ça. Mais au début, on ne l'avait pas. Donc, mais on s'est dit, on va essayer ça. Et puis, on a fait un travail sur l'algorithmie pour dire, moi, je veux des algorithmes d'AI pour comprendre le langage qui ont besoin de 10 à 100 fois moins de données que ce qui existe sur le marché. Et donc, on va dire que le travail sur l'algorithmie a convaincu les premiers utilisateurs en disant, c'est quand même... qui ont entraîné l'AI, qui faisait qu'elle était plus performante, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Donc le bénéfice, c'est effectivement, plus il y a d'utilisation de la plateforme, plus on est performant. Voilà. Donc performant dans 2 dimensions, juste pour illustrer techniquement. Un, sur ce qu'on appelle la classification, la classification, c'est comprendre quand une phrase arrive, en gros, quelle est votre intention, qu'est-ce que vous voulez. J'aimerais prendre un train Paris-Londres. Très bien. Bon, l'intention, c'est de voyager et d'aller de Paris à Londres. Bon, donc il faut qu'on arrive à comprendre cette intention. Ou quelle est la météo à Paris? Bon, là, c'est de comprendre le temps. Et donc, il faut imaginer que dans le système, à chaque fois qu'une nouvelle phrase arrive, il faut que le système il se dise, elle est plus proche d'un point de vue statistique de quelle typologie d'intention. Okay, et derrière, on vous rend
une probabilité, en disant à 98%, c'est ça que vous vouliez. C'est sur la météo, c'est sur le voyage, etc. Bien. Et donc plus on a d'entraînement, et ben plus on va être précis. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est extrêmement grande. Après, on peut être précis dans une deuxième dimension, sur ce que nous on appelle les entités. Parce que c'est bien de comprendre, je veux un Paris-Londres, mais ce qui est intéressant, c'est Paris, c'est Londres, et qu'il y en a un, c'est le départ, et que l'autre, c'est la destination, et de savoir que c'est des villes. Et là, il faut, à l'intérieur des phrases, détecter ce qu'on appelle les entités. Donc une entité, c'est des villes, comme je l'ai dit, mais ça peut être des dates, ça peut être des personnes, des numéros de téléphone, des lieux, etc. Je n'ai pas encore la liste en tête, non, il y en a 35. Donc voilà, et on a choisi chez Recast d'en faire un avantage compétitif. On en reconnaît à peu près 3 fois plus que la compétition. Donc, et plus on a d'utilisateurs qui créent des bots et qui utilisent ces entités, plus on sera précis aussi dans la détection des entités. Un peu le networking effect de Facebook, plus on en a, plus plus c'est performant. Et nous, on l'a, c'est extrêmement visible. Okay. Donc après, les bots, pourquoi faire? Bon, souvent, c'est pour des use cases fun, pour tester. Bon, faut pas se cacher, il y a énormément de lots qui sont des use cases, on va dire, assez simples et assez sympas. Mais on voit quand même, on va dire, dans le secteur business, des choses des tendances. Et moi, je dirais sur 4 dimensions. La première dimension, c'est dans le secteur financier. Se dire, c'est quoi le chatbot pour la banque de maintenant là. Voilà, il faut l'inventer. Donc là, ça, c'est des sujets qu'on voit vraiment arriver. Alors, j'ai dit que Recast était on a des développeurs qui utilisent la plateforme dans plus de 60 pays, 65 pays. Mais on voit le banking avec des intérêts, même en Amérique du Nord, en France, parce qu'on est français, et donc on va discuter avec les acteurs français, mais y compris au Canada, où on a des contacts dans le domaine bancaire. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la partie utilities telco, et le use case du bot, c'est client support, quoi. C'est j'ai des problèmes avec ma facture, bon voilà, tout ce que vous pouvez imaginer de la relation avec votre fournisseur d'énergie et de téléphonie. Okay. Et parce que vous allez appeler un chat client qui existe aujourd'hui, mais là aujourd'hui il y a un intérêt extrêmement fort de remplacer ça par des chatbots. Pour améliorer le service, l'objectif c'est plus de délai d'attente. Parce que là, vous passez de quelques minutes, on a tous fait patienter, ou patienter, arrêter, ou voilà. Donc ça, c'est vraiment un use case puissant. Le troisième sujet, c'est le transport. Ça, c'est everyday life. On va trouver, je veux me déplacer, je veux aller là, c'est quoi les prochains horaires, je veux prendre, etc. Donc là, il y a beaucoup de travail là-dessus. Et le dernier, j'essaye de ne pas être trop long, hein. Le dernier, c'est ce que moi j'appelle les marques. C'est la capacité à promouvoir une marque à travers un bot ou un produit. Moi, je crois énormément à ce use case, et il y a beaucoup de... tout le monde freine un peu. Hein. En France, pas mal. Il y a un petit peu plus de, on va dire, de traction dans d'autres pays. C'est toutes les marques et les produits ont une page Facebook. Vous allez sur la page Facebook, vous likez la page, et si vous likez la page, il y a un petit bouton qui apparaît qui est « Contactez-nous ». Et aujourd'hui, on peut, derrière ce « Contactez-nous », avoir un chatbot. C'est une opportunité en or pour les marques d'engager leur audience. Et bon, voilà. Il faut que l'idée fasse son chemin. Ils se disent « Ah ouais, mais si on fait ça… Bon, il y a toujours… Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les marques qui se disaient « Est-ce qu'il faut être sur Facebook ?» il y a 5 ans, quoi. Bon. Ça va prendre son temps, mais tout le monde va y aller. Voilà. Du coup, les utilisateurs, c'est plus B2B, donc tu vises, ta target, c'est les marques, les développeurs d'autres boîtes, ou aussi des particuliers comme nous Pour Recast ? Oui. Alors, Recast, nous, on a un accès au marché qui est dual. Donc, l'idée, c'est, il y a la plateforme publique de Recast, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, tant qu'elle est bêta, c'est gratuit. On a affiché notre pricing list, et puis bon, pour le moment, c'est prévu que la bêta dure. Okay. Et nos prix faut que ça soit
pas une question. L'idée, c'est est-ce que j'allume la lumière chez moi quand je rentre? Bon, il faut que, est-ce que je connecte une API pour faire un bot? Ça doit être à peu près du même ordre d'idée. C'est-à-dire, ouais, bon, je fais gaffe, mais quand même, ça va pas me changer mon train de vie. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est extrêmement important. On anime la communauté, les développeurs, on essaye d'être extrêmement actifs pour... en gros, c'est le credo, c'est simplifier la vie. Ben, on doit vous simplifier la vie. Ça doit être très simple. Et ben, les problèmes, il y en a de plus en plus, parce que, ben, évidemment, plus les bots deviennent sophistiqués, plus il y a de choses à faire, donc plus il faut, on va dire, industrialiser les choses. On regarde comment accélérer l'entraînement des bots, qui est un vrai sujet. On a traité le problème de interconnecter les bots sur plusieurs channels. Vous voulez un bot sur Messenger, sur Twitter, sur Slack, sur Kik, etc. Bah ouais, mais il faut que je gère les N API de chaque channel. Ok. Bon, maintenant vous utilisez bot connector de Recast, vous avez une API, vous êtes multi-channel. Donc vous voyez, c'est vraiment l'objectif, c'est pour les développeurs extrêmement simple. Donc ça c'est le premier accès. Et le deuxième accès, c'est clairement un accès au marché sur les très grands comptes, où l'objectif c'est de leur dire, vous utilisez Recast comme une plateforme, Enterprise Bot Platform, qui est vraiment pour vous. Et dans ce cas-là, on a une instance dédiée de Recast pour le corporate, comme une solution de A à Z. Voilà. Du coup, tu parlais de pricing et de bot connector, qui est l'API de Recast, si j'ai bien compris. Pour les channels. Okay. Ouais. Est-ce que ça pourrait être un moyen de monétiser l'application, enfin la plateforme, de le vendre en SaaS ou... Alors, bon, moi j'entends deux questions, et tu me dis si je me trompe. Il y a une question, c'est et les développeurs, est-ce que vous pouvez monétiser les bots en utilisant la technologie de Recast? Moi je rêve de ça. Donc faites des bots, monétisez. Nous, nous c'est pas là où on voit notre business model. Et donc s'il y a de la valeur qui est créée par un développeur avec la technologie, on sera ravis. Okay. On va dire le reward, vous allez dire, il est où le piège? Le reward, il y aura peut-être des coûts, un petit peu d'API, mais ça sera quelque chose de très très faible. On va dire le reward, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que vous acceptez que ça entraîne au bénéfice de tout le monde. Donc c'est ça le... Donc tout le monde, ça profite à tout le monde, ça permet d'avoir accès, et puis la monétisation, c'est votre opportunité. Après, pour les corporates, on va dire c'est un peu comme du SaaS, c'est un abonnement. Vous avez Recast as a Service, et donc vous utilisez la plateforme dédiée pour vous, grande entreprise. Donc je peux citer je sais pas, des clients avec qui on travaille aujourd'hui en France, comme SNCF, EDF, Peugeot, AXA, Europe Assistance, etc. Donc c'est des grandes entreprises qui aujourd'hui se disent, ils considèrent plus que considérer, puisqu'on est sur des projets qui sont en cours. Voilà, ça apporte de la valeur, mais on veut être chez nous avec une solution qui nous est dédiée. Et donc ça fait un business model pour Recast, ce qui est pas mal. Ouais, merci beaucoup. On a parlé beaucoup de technique. Je pense qu'on va essayer d'orienter un peu sur plus ton parcours avec la startup, comment ça s'est passé. Tu parlais tout à l'heure d'avoir engagé des jeunes de 42. Ça fait pas un peu un décalage de culture tout de suite ou de faire confiance même tout de suite à des jeunes qui viennent de sortir et comment justement tu as réussi à manager cette équipe pour en arriver là? Là, il y a plein de questions. Alors déjà, comment ça s'est passé? Bien? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Si, ils ont l'air. Bon. Ça s'est bien passé. On va dire qu'il y a un choc générationnel. Il faut être clair. Je vais pas le nier. Donc, je pense que c'était un challenge pour eux et c'était un challenge pour moi, vraiment, pour qu'on arrive à se comprendre bien. Et donc, je pense que on a eu, on va dire, les 4 premiers mois. On s'est frotté fort parce qu'on voulait sortir un truc qui fonctionne. On va dire on a eu un mois de décembre 2015 déterminant. C'était au bord de... on arrête, on peut le dire. Hein. Donc ça crée des liens. Moi, je pense que c'est le point de bascule. Donc là, on était 4. Et donc à 4, soit on fait 1, et on est 4 sur un objectif,
sur on fait le projet, mais on le fait quoi. Donc voilà. Donc ça c'est et puis après on a dépassé ça. Donc ça c'est vraiment génial. Hein. Donc là ça crée aussi une équipe qui est extrêmement forte parce que en fait les égos sont de côté, on se parle vraiment, on se dit ce qu'on veut faire, on se dit quand on est d'accord, on se dit qu'on n'était pas d'accord, on s'ajuste très très vite, et si on s'ajuste très très vite, ça met l'entreprise dans une bonne disposition. Donc voilà, j'ai oublié le reste de ta question, mais... Du coup, je voulais savoir si ça ne créait pas un peu un décalage de culture entre les différentes personnes que tu as engagées, parce que je sais que tu as engagé aussi des personnes qui viennent de milieux beaucoup plus industriels et des jeunes. Ouais, mais alors, moi je suis partisan, et comme manager et dans mes vies d'avant, de beaucoup de couleurs. Il faut beaucoup de couleurs. C'est les couleurs qui font la richesse. Et donc, alors effectivement, on a des 42, mais on n'a pas que des 42, on a des docteurs en maths voilà, on a des ingénieurs, on a des gens qui ont des profils atypiques en ayant fait, je sais pas, les Beaux-Arts par exemple, et 42, voilà. Donc ça fait des choses un peu particulières. On a, je sais pas, business school, marketing, com, voilà. Et c'est tout ça qui fait que... Après, je sais pas, la moyenne d'âge chez Ricas, c'est 27 ans, je crois que c'est ça. Donc un truc comme ça, 28 ans, ouais, c'est ça. Bon, je me suis pas trompé de beaucoup. Bon voilà, et on essaye de mixer, mais il faut des gens qui ont un peu d'expérience, puisqu'on a on est quelques 3 peut-être, à avoir plus de 40 ans chez Ricast. Donc voilà, puis tous les autres, ils ont moins de 30 ans, quoi. Ok, et du coup, les obstacles que tu as rencontrés au début, est-ce que le fait d'avoir créé tes premières boîtes plus jeunes, donc tu me dis que c'était ta 4e boîte, c'est ça comment ça t'a servi en fait? Pour moi, c'est clé. En gros, ça oblige à se focaliser sur ce qui est vraiment important. Parce qu'on démarre la boîte, moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, ils me disent, tu crois qu'il faut que je fasse une SARL ou une SAS? C'est quoi le mieux? On s'en fout. Bon, à un moment, c'est important, mais c'est pas le sujet. Quoi la différence pour ceux qui savent pas ici? Je vais pas débattre là. Tu verras un expert comptable, il te dira. Et donc, non, mais c'est juste de dire la structure juridique. Alors, est-ce qu'il faut les locaux? Comment, machin, tous les trucs où on est parasité par plein de choses qui sont pas importantes. Le truc qui est important, c'est pourquoi cette boîte-là? Vous voulez faire quoi? Et le faire. Donc ça, c'est déterminant. Après dans l'exécution, moi j'avais appris d'autres choses d'une boîte qui était très très bien, hein, qui faisait d'analyse de performance réseau, mais je pense qu'on pouvait le vendre à 10 personnes dans le monde. Donc c'était super top techniquement, mais super super top parce que Google l'a fait finalement. Donc je pense qu'on était pas mal, mais en fait il n'y avait pas de marché, quoi. Donc déjà aussi, c'est peut-être se poser la question, ok, pourquoi on veut faire un produit, mais vous allez vendre quoi, à qui? Mais concrètement, quoi, c'est tester l'idée, c'est pas tester l'idée, c'est vous allez voir des gens, je dis si je fais ça, tu me l'achètes? Ah ouais? Bah non. Ah ouais? Mais pourquoi? Et donc il va vous expliquer pourquoi il l'achète pas. Parce qu'il y a un machin qui fait pareil et en fait j'ai l'habitude de travailler avec lui. Ah merde. Comment je fais? Donc, vous voyez, ça oblige à se poser vraiment les questions. Voilà. Et vous avez des sollicitations qui sont, on va dire, 10 idées, 15 trucs à faire. Moi, je dis 15, c'est 500 trucs à faire. Et en fait, vous pourrez en faire 3. Et donc, il faut choisir ses combats. Et là c'est sport. Et c'est là où l'équipe fait la différence. Parce que tout seul, aussi brillant soit-on, on fait rien. Donc c'est l'équipe qui fait la différence. C'est arriver à prendre le grand dénominateur commun en disant, bon, on est sûr, évidemment on fait des erreurs, mais si l'équipe est solide et forte et on se dit vraiment les choses, et à la fin on fait les bons choix. Voilà. Donc du coup, quand tu as 15 priorités et que tu dois en faire que 3, comment tu orientes ton choix en fait? C'est quoi le premier critère?
Est-ce que c'est la target, justement, satisfaire le mieux possible ta target ou un autre critère? C'est une réponse très personnelle, je vais faire. Go-to-market, c'est votre go-to-market. C'est aller vous confronter le plus tôt possible au marché. Voilà. Donc le truc n'est pas sec, machin, il n'est pas scale, on s'en fout. Si le marché dit oui, vous aurez le temps de scale. Parce que vous n'aurez pas... moi, quand vous avez connu Facebook, ils avaient combien d'utilisateurs? Des millions. Voilà. Donc scale, c'était bien après. Okay. Ce matin, j'étais à un rendez-vous chez Blablacar. Et ils ont des locaux qui sont extrêmement sympas. Il y avait une frise. Et Blablacar, ils ont démarré en 2004. Vous voyez? Et le boom de Blablacar, c'est 2014. Ok, voilà. Donc go-to-market. Il faut aller se confronter au marché très vite. Puisque à la limite, si c'est mauvais, c'est comme mon histoire de ma boîte de performance. Là. Ah non, on va peaufiner, machin, c'est que c'est peut-être pas assez mieux, on va faire un truc vachement plus, voilà, et ça n'a pas changé le fait qu'il n'y avait pas de marché. Donc on serait allé plus vite sur le marché, on serait pris une claque plus tôt. Bon, ça fait moins mal. Voilà. Donc tu es partisan des erreurs très tôt pour apprendre plus vite. Ah oui. Oui, et voilà, et rester dans une dynamique. Nous, à Ricast, on a mis ça en place, c'est le sprint. Alors, vous êtes tous familiers sur les démarches agiles, etc. C'est la semaine. On va dire, il faut des sprints de 2 semaines ou 3. Non, on va aller 2 fois plus vite, on va faire des sprints d'1 semaine. Ça va plus. Voilà. Donc, c'est bien, c'est pas bien. Bah, si, c'est très bien. Voilà. D'accord. Et du coup, récemment, vous avez fait une levée de fonds auprès de la BPI et le fonds de Xavier Niel qui m'aventure, si je me souviens bien. Est-ce que ça t'a aidé, du coup, dans ta stratégie de go-to-market à ce niveau? Et comment... Bon, la deuxième partie de question que je répéterai après. Alors, sur la levée de fonds, donc, je vais préciser. Donc, les investisseurs de RICA sont exclusivement des business angels et un tout petit peu Kima Ventures. Voilà, comme ça, c'est parce qu'il faut remercier quand même nos BA, puisqu'on a levé 1 million d'euros avec juste Friends and Family. Donc voilà, tout le monde me dit, tu as des riches amis. On va dire que j'ai la chance d'avoir un réseau de 20 ans de vie professionnelle et fait 2-3 trucs dans ma vie, donc ça a donné confiance. Et donc, et puis la BPI, évidemment, derrière, qui nous a soutenus en disant votre projet il est innovant, donc ça c'est vraiment très bien. Mais en fait, plus on a d'argent, moins on fait des choses intelligentes. Et je pense que l'équipe pourrait le dire, parce que quand on était 4, allez, on va dire jusqu'à 6, ça produisait mais de folie. Puis on a doublé l'équipe et on dit putain, mais ça avance pas beaucoup plus vite. Merde. En plus, on dépense vachement d'argent et je comprends pas, ça avance pas beaucoup plus vite. Donc il y a donc méfiance, c'est-à-dire que l'argent c'est bien, mais il faut l'utiliser parce qu'en plus ça se dépense. Mais alors, on a tout le temps des idées pour le dépenser, ça c'est pas un problème. Donc voilà, donc c'est oui, ça aide. Bon, évidemment, le fait d'avoir Kima qui a investi, qui est le seul fonds d'ailleurs qui est chez Ricast aujourd'hui. Le fait d'avoir des BA, c'est très bien, parce que les BA, ils parient sur l'équipe et le projet, et votre vision, etc. Et donc, puis l'équipe pourra témoigner là, quand on aura terminé, et pourra dire, ils viennent nous voir tout le temps, quoi. Ben, c'est un truc qui est assez génial. Donc on en a pas tous, parce qu'on en a quelques-uns qui ont investi pour voilà, mais on en a, allez, peut-être une petite dizaine qui nous donnent des contacts, qui nous font des feedbacks, etc. Et ça, ça vaut de l'or. Donc voilà. Après, évidemment, la BPI en France, c'est un truc magique par rapport à d'autres géographies, parce que ça renforce aussi le crédit vis-à-vis de clients, en disant, on a un financement de la BPI, c'est que c'est un projet sérieux. Du moins, voilà. Du coup, si c'est pas trop personnel, comment vous avez dépensé cet argent, ou comment tu comptes le dépenser
Parce que je sais qu'il y a une partie dans le recrutement. Le burning cash en startup, c'est un concept assez difficile à gérer quand on est CEO. Donc, est-ce que tu peux nous... Ah oui, mais c'est clé. Hein. Moi, j'ai dans ma boîte d'avant, j'avais un stress, c'était la trésor. Parce que, pour faire l'histoire courte, on devait partir à 3. J'avais démissionné de la Société Générale et je me suis retrouvé tout seul. Donc ça force le caractère et il fallait que je fasse le founding de la boîte tout seul. Gloops. Et donc j'avais ce stress de la trésorerie. Donc bon, ça m'a pas quitté depuis en disant le cash, c'est attention, on fait très attention au cash. Et donc chez Erika, c'est simple, si je schématise, je crois qu'on est 16, 14 techniques. Voilà, on doit être 2 à pas coder. Moi, je me compte dans ceux qui codent pas, et puis Justine, et puis voilà quoi. Tous les autres, ils font de la techno quoi. Hein, t'es d'accord, Justine? Bon, très bien. Donc ça veut dire quoi? Où on dépense le cash? Dans le produit. Parce que les tentations de alors on va les faire l'event machin, c'est super, ça a coûté $25,000. On va prendre des billets d'avion, mais ça va être trop stylé, c'est super. Voilà, mais ça c'est facile. Mais comment on mesure l'impact de ça? Pareil, go-to-market, on se confronte au marché, on teste, mais à côté. Et puis, ah ouais, mais on va pas, il y a machin, c'est loin et on va aller le voir. Non, pas tout de suite. Alors peut-être une fois, parce qu'il insiste. Voilà, on avait des sollicitations en Amérique du Nord, on a dit non, puis bon, ils ont insisté, bon, je suis allé les voir quand même. Mais je suis revenu avec un contrat. Donc on fait voilà. Donc très attention, le cash, voilà. Puis il y a plein de, les locaux c'est pas important. Pareil, pour en témoigner, 14 mètres carrés à 9. Je pense que je peux vous assurer que ça crée des liens. Voilà. Quand on y repense, je pense qu'on ne sait pas comment on faisait. Hein. Donc je dis la prochaine fois on met une mezzanine pour le prochain. Donc voilà, on ne sait pas, c'était un peu horaire décalé. De toute façon, c'est tout le temps, donc je ne sais pas quand. La prochaine release, prochaine feature. Donc c'est dépenser sur ce qui fait la différence, c'est ce qui a de l'impact. Si je vais vraiment le caractériser, c'est qu'est-ce qui a de l'impact et qui fait avancer votre projet. C'est pas ça fait bien, est-ce qu'on a des belles cartes de visite, ok, ça peut être pas mal. Voilà. Après, quand on commence à grossir et qu'on a fait 10 rendez-vous et que les gens ils vous réclament des petites choses, après il faut évidemment le faire, que ça soit pro. Mais voilà, l'impact. Et qu'est-ce qui a de l'impact, tu penses, dans le projet de Recast, justement? Voilà, il y a plein de choses. Ce qui a de l'impact aujourd'hui, c'est... Déjà, je pense pour les devs, je vais parler pour les devs, c'est simple. Donc ça, c'est plus simple. Donc là, en gros, c'est est-ce que je vais passer 4 jours ou 1 heure? J'hésite. Donc ça a vraiment de l'impact. Pour les corporates, les grandes entreprises, ce qu'ils aiment bien, c'est de A à Z et beaucoup plus vite. Parce que les grandes entreprises, en général, ils aiment bien les innovations, ils ont de l'argent, mais ils ne veulent pas le faire le job. Ils ne veulent pas le faire. Donc s'ils peuvent l'acheter, c'est vachement plus pratique. Donc il faut arriver avec un truc bien packagé. Ça marche bien. Donc comme ça, ils prennent le truc, c'est sur étagère. Bon, évidemment, il y a un peu de personnalisation. Je tire le trait volontairement, mais voilà, ça a vraiment de l'impact. En disant, ça va être presque sans couture chez vous. Voilà. C'est pas difficile du coup pour les grandes entreprises en général de migrer vers un autre concept, parce que c'est quand même les bots, c'est quand même assez différent de, par exemple, même en termes de service client ou autre comme secteur. Quand on vend ça, quelle approche on a envers les grandes entreprises? C'est un marché complètement nouveau. Donc vendre un nouveau service, vous passez par ah ouais, c'est nouveau, donc ils découvrent. Après, ah ouais, on peut faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Il faut les projeter dans... Vous savez, si on le fait chez vous, vous aurez ça. Et donc arriver à leur montrer.
Donc c'est toute la phase de conviction, il faut arriver à les convaincre. Voilà. Après, en France, on est quand même... moi, je ne suis pas ceux qui critiquent vraiment la France. Hein, et je vivais au Royaume-Uni avant de revenir en France pour Recast. Hein, et c'est les grandes entreprises, elles accueillent quand même vraiment les startups et l'innovation. Ça a beaucoup bougé par rapport à il y a 10 ans, hein, mais vraiment. Hein. Et donc là, vous allez toujours trouver un interlocuteur qui veut... ok, j'ai des problématiques métiers, est-ce que votre start-up elle peut m'aider pour résoudre mes problèmes? Donc, et si vous cochez une case, vous allez démarrer un premier POC, et puis après vous allez faire un premier pilote, et puis après ça peut aller vers on va faire finalement affaire ensemble. Donc voilà. Après, bon, il faut être patient. Moi, c'est pas ma qualité première. Je suis très très impatient. Ouais. Et donc il faut être patient quand même et trouver quel est le process. C'est-à-dire que entre les gens, à quel stade ils sont? Est-ce qu'ils découvrent? Ils sont prêts à expérimenter? Ils ont assez expérimenté? Ils sont prêts à aller plus loin sur un premier use case? Et après, ils sont prêts à vraiment en faire une solution chez eux. Et donc, et pareil, ça rejoint sur il faut choisir ses combats. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à s'épuiser et se dire non mais ce client, je le veux vraiment. Si vous voyez qu'il sera mûr dans un an à l'échelle d'une start-up, ça tend vers l'infini. Voilà. Recast, il y a un an, je pense qu'on devait avoir 80 users, 80 devs, je pense, friends and family. Voilà. Ça paraît dingue. Et à quel moment tu t'es dit, là, ça décolle? Est-ce qu'il y a eu un moment au cours de la création de la startup où tu t'es dit, on tient vraiment un truc là? Ouais, alors je dirais tout d'abord, c'est jamais gagné. Ok, mais donc ça, c'est jamais gagné. Donc il faut vraiment le garder à l'esprit. Pareil sur un des autres projets que j'ai fait, où on pensait que c'était gagné et c'était pas gagné, il n'y avait pas de marché. Donc ça, c'est jamais gagné. Pour Recast, le point de bascule, c'est le 14 avril 2016. Donc il y a un mythe chez Recast. Je vais vous raconter l'histoire. Je sais pas pourquoi. J'avais un rendez-vous qui était annulé. Donc j'habitais à Londres, je viens à Paris le jeudi soir au lieu de venir le vendredi matin. Bien. Et j'arrive dans le bureau, 18h. Et 18h30, tout le monde affolé, on est sur Product Hunt. Ah bon? Et donc c'est quoi? Un gars dans la Silicon Valley qui a cliqué sur Product Hunt en disant Recast c'est vraiment top, allez voir, Recast c'est vraiment top. Donc ça c'est une nuit blanche avec toute la Silicon Valley qui n'arrête pas de nous poser des questions toute la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop bien, votre techno, machin, etc. Et 2 semaines après, 1000 développeurs inscrits sur la plateforme. Bon, là je me suis dit, il faut que j'aille chercher du funding. Parce qu'il faut en faire un truc sérieux. Voilà. Et du coup, tu parlais de go-to-market et de la Silicon Valley. Est-ce que tu penses que se confronter à ce marché-là, ce ne serait pas justement une très bonne, on va dire même épreuve pour Recast? Oui, je pense que, le marché est global, donc je pense qu'on se confronte déjà aux acteurs américains. Donc ça, c'est bien. Bon, sauf qu'on n'est pas connu comme peuvent l'être les acteurs américains, voilà, parce que, pour vous donner l'image, ils voient la France comme nous, on verrait, je sais pas, la Nouvelle-Guinée, quoi. Donc c'est... Bon, j'ai rien contre la Nouvelle-Guinée, hein, j'aurais pu dire autre chose. Donc c'est exotique, hein. Donc mais on est quand même en compétition avec ces grands acteurs. Donc après c'est à nous de faire nos devoirs. Hein. Donc d'arriver, c'est un de nos sujets 2017, c'est d'arriver à être visible côté Amérique du Nord, surtout qu'en plus dans notre base d'utilisateurs, là, nos milliers de développeurs, on en a plus d'un quart qui sont en Amérique du Nord et on s'en occupe pas. Donc il faut, ce qui est notre premier, entre guillemets, nos premiers utilisateurs, ils sont en Amérique du Nord et on s'en occupe pas. Donc il faut faire un truc là.
Voilà. Donc on commence à s'en occuper. Le prochain axe de développement, c'est à ce niveau-là? Non. Non, parce que les États-Unis, c'est... Moi, je suis extrêmement... il faut être ambitieux, mais on fait quand même attention à ce qu'on fait. Et là, c'est la dépense de cash. Et le cash aux US, ça part 2-3 fois plus vite que le cash en France. Okay, donc retenez ce chiffre, 2-3 fois plus vite. Ah ouais? Oui, oui. Donc, on va le faire, mais on va le faire quand on aura un client, par exemple, ou deux. Ça sera pas mal, ça me plaît bien. Ça. Voilà. Tu te disais ça part 2 ou 3 fois plus vite, mais ça lève aussi 2 ou 3 fois plus vite. Ah oui, oui, ça lève même 5 à 10 fois plus. Ouais, c'est possible, ça. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite que nous. Voilà, après... voilà. Je ne sais pas quoi dire sur de toute façon, lever pour lever. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'entreprise. Voilà, c'est pas la course à la levée. Hein. Moi, je suis plutôt à dire lever le plus tard possible, parce que ça vous obligera à faire attention à vos sous, et lever le moins possible en ayant précisément en tête ce que vous allez faire avec vos sous. C'est marrant parce qu'au bout de 10 mois lever, c'est vrai que c'est pas assez commun en France. Donc ouais, je trouve ça très intéressant. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais pas. Pardon, oui, c'est vrai. Merci. Vous dites donc que vous avez des clients aux États-Unis. Or, un bot, c'est très dépendant de la langue qui est utilisée. Vos Américains, c'est quoi? Ce sont des gens de Montréal. Et vous avez aussi la capacité à interpréter du langage anglais? Oui. Alors, en fait, vous avez deviné, on a des clients canadiens. Donc ça, c'est super. Voilà. Bon, là, c'est en français. Et effectivement, Recast supporte l'anglais et le français. Puis bon, je vais le dire, bientôt l'espagnol. Voilà. Donc là, ça y est, ils ont la pression parce que ils disent, c'est quoi la prochaine? Bon, voilà, je vous dirai pas celle d'après. Mais oui, multilingue. Et qu'il y a une spécificité de Recast, puisque vous faites un bot, il est multilingue by design. Donc ça veut dire quoi par rapport à d'autres plateformes? C'est que c'est pas un bot, une langue. C'est un bot, il a une langue par défaut, et après vous rajoutez les langues. Et ça, pareil, c'est toujours dans l'esprit, plus simple, plus vite. Deuxième question, puisque j'ai le micro. Profitez. Ouais. En B2B, vous attaquez quel profil de personnes pour rentrer dans la boîte? Ouais, il y a, on va dire, 3 typologies de personnes. Les équipes innovation, parce que, en gros, bot, innovation, c'est très, très, très demandé. Après, on a des équipes métiers ça va varier suivant les secteurs d'activité. En général, marketing, et puis des équipes métiers. Voilà, ça varie suivant les secteurs d'activité. Donc on va dire innovation, marketing et puis métier. Voilà. Support. Ouais, support. Ouais. On va trouver métier de support. Ouais. Quelles sont vos relations avec la CNIL? Parce que je suppose elles sont bonnes. Vous récoltez toutes les conversations de tout le monde et... Comment? Vous récupérez toutes les conversations de tout le monde, donc du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qui vous oblige à faire en fait? Le point, c'est la déclaration de données personnelles. On ne conserve pas de données personnelles. Okay, puisque une conversation, c'est un ID de conversation et je veux le temps, machin. Ou je veux la météo, je veux prendre un métro, machin, etc. Donc ça, c'est bien, nous on l'utilise pour entraîner le modèle. Le point après, c'est ce qu'importe la CNIL, c'est d'être capable de dire « Monsieur Untel a dit ça tel jour, telle heure ». Nous, on est incapable de le faire. Voilà. Donc on va dire, on n'est pas Messenger, qui lui peut dire qui a dit quoi. Voilà. Bonsoir. Dans votre AI, vous utilisez que des choses maison pour détecter vos entités. Vous faites appel à des AI externes déjà entraînés, des réseaux neuronaux, Watson, je ne sais pas quoi.
Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez spécifier, réduire le champ lexical? Parce qu'un champ lexical très large, on voit ce que ça donne sur un iPhone, c'est à crever de rire, quoi, quand on pose une question. Est-ce que vous êtes capable de réduire les champs lexicaux de façon à être plus précis et plus efficace? Alors, est-ce que la techno d'AI est une techno recast? C'est une techno recast aujourd'hui. Donc on n'utilise pas sur la partie compréhension de langage d'autres technos que celle de recast. Après, sur ce que j'appelle moi d'autres dimensions de la conversation, on rajoute d'autres technos qui existent ailleurs, par exemple sur la voix, parce qu'on avait développé un module de voix, mais bon, il y en a d'autres qui font ça bien mieux que nous. On va rajouter bientôt une dimension de reconnaître dans la conversation les images. Donc ça, c'est extrêmement sympa. Notre use case, c'est le chatbot plombier. Et puis, vous voulez un mitigeur ou un mélangeur? Qu'est-ce que je sais ce que c'est qu'un mitigeur ou mélangeur? Donc, je prends une photo et puis nous, on va vous dire ce que c'est. Donc ça c'est on va dire des API externes plus, on va dire une couche recast. Voilà. Après, sur la réduction du champ lexical, c'est une super question. Nous, on va dire, on essaye de l'enrichir pour pas avoir à le réduire. Donc c'est plutôt ça ce qu'on essaye de faire. Donc avec de l'enrichissement et de l'apprentissage qu'on appelle Gold, c'est-à-dire nous on crée notre propre dataset pour pouvoir, et d'ailleurs pour les grandes entreprises, avoir des champs lexicaux par verticaux métiers. C'est-à-dire la banque, si je dis virement, carte bancaire, paiement, etc., il ne va pas falloir réapprendre tous ces objets métiers au bot, sinon ça sert à quoi? Ou si je dis facture, abonnement, impayé, etc., pareil, si j'ai des client services, il faut que le bot, by design, il connaisse ces éléments-là. Voilà. Donc là, c'est des axes de travail qu'on a. On en a 4. Donc bon, voilà. Work in progress. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer comment s'intègre votre technologie et un exemple d'application emblématique? Comment s'intègre? Recast. Oui, mais comment ça s'intègre où? J'ai compris que c'était une API qui s'intégrait sur un site quelconque. Voilà, donc techniquement, comment ça s'intègre? D'accord. Et deuxième question, est-ce que vous auriez un exemple de déploiement un peu emblématique pour que je puisse bien comprendre ça. Très bien. Déploiement emblématique, vous pouvez tous aller chercher je vais prendre un use case fun, donc le bot Star Wars, voilà, donc ça c'est sympa. Sur Messenger, ok, donc vous allez pouvoir faire un mini RPG en chatbot. Bon, l'idée c'est aussi de pouvoir il y a beaucoup de use case fun, donc je pense que ça c'est bien. Après, intégrer Recast aujourd'hui, il y a plein de SDK. Je connais pas toute la liste des SDK de ceux qu'on a dispo. Derrière, là, ils savent tout ça, là, ceux qu'on a de dispo. Il y en a quoi, une dizaine? Vous voulez dire les types de SDK? Tous les langages les plus connus. Non, mais Julien, tu peux dire ça? Alors, on a Python, iOS, Android, Node.js, Ruby, PHP, Go, Scala, des trucs comme ça. Scala, Java. Non, c'est Android. T'enlèves la couche Android et ça te fait du Java. Mais tu peux nous le coder, Omer, avec plaisir. Bon, voilà, donc c'est pareil, c'est toujours dans notre ADN, il faut que ce soit simple et on met à disposition les SDK pour que vous puissiez l'utiliser. On travaille beaucoup à ce qu'on puisse faire beaucoup de choses aussi sur la plateforme, y compris l'intégration, et bientôt même faire du design en un clic, le bot up and running sur la plateforme sans code, et connecté multi-channel. Okay, donc voilà, toujours pour ça, je pense que c'est très utile pour du prototyping. Et on travaille pour que ça puisse être aussi pour on va dire des chatbots beaucoup plus complexes. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors moi j'ai une question, c'est un peu par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme concurrent. Vous disiez tout à l'heure que votre algorithme que vous aviez mis en place, il avait besoin de 10 fois moins de données que les autres, etc.
Moi, je sais que j'ai vu quelques confs, etc. sur le sujet. Il y avait les gens de Snips, de WIT, etc. Est-ce que nous, en tant que développeurs, on a des moyens de pouvoir tester les différentes solutions, pouvoir les comparer? Et puis, sur certains, peut-être verticaux, etc., est-ce que vous avez je sais pas, des enseignements ou des choses qui peuvent nous aider à choisir Recast plutôt que ça fait 4 questions, là. Non, je plaisante. Non, mais la plus importante, c'est... Voilà, non, mais c'est comment comparer. Voilà. Ouais, alors nous, on a fait ça chez nous. Mais alors, je sais qu'il y avait eu... je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Zelros. Ouais. C'est ça, je voulais vérifier. Zelros avait fait un benchmark, mais c'était en anonyme. Bon, alors vous nous envoyez un mail, on dit qui est 1, 2, 3, 4. Bon, le meilleur, c'est nous, en fait. Donc ça, c'est... Voilà. Après, c'est vachement modeste. Non, mais le truc, c'est... si on compare API to API, moi, je pense que le débat, il va être vite... dans 2 ans, on ne se posera plus cette question. Et moi, je veux qu'on décale ce débat-là. Parce que toutes les API vont se valoir très vite dans 2 ans. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est la plateforme, et c'est l'intégration de la plateforme. Et la valeur, c'est, nous, on va fournir on top de l'API de l'auto-train, on va fournir vous avez une vision fonctionnelle de votre bot, mais dans les logs, il ne comprend pas des trucs, mais nous, on est capable, avec l'AI, de vous dire qu'il faudrait créer une nouvelle intention sur un domaine fonctionnel auquel vous n'avez pas pensé. Okay, donc c'est penser la plateforme Recast comme vraiment un outil dans le design et la vie du bot. Et puis après, pour les corporates, ils nous demandent beaucoup de choses, on va dire added value services, qui sont des analytics, des insights, des trends, et de pouvoir avoir des choses qui sont extrêmement précises de le bot. Les gens, ils font quoi avec, ils disent quoi, qu'est-ce qui les intéresse, là où on répond, mais on ne sait pas s'ils sont contents, pas contents, etc. C'est améliorer le user experience associé au bot. C'est ça qui est important. Voilà. Et c'est comme ça que nous, on dit, OK, peut-être sur les API, on est concurrent, mais sur la plateforme, aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas de concurrent, so far. Voilà. Encore moi. Justement, sur l'évaluation du produit, en fait, il pourrait y avoir un grand évaluateur, c'est l'utilisateur final, oui. Et non pas un benchmark qui est plus ou moins théorique. Est-ce que vous offrez la possibilité aux utilisateurs de donner leur point de vue sur la qualité des réponses? Moi, j'aimerais bien avoir cet outil-là. Ça s'appelle un test de Turing en temps réel. Si vous avez des idées, nous, on est prêt à faire un partenariat. Mais, ne serait-ce que de donner, je sais pas, tant d'étoiles ou. Ouais, je pense qu'il y a les bots vont être rankés. Je pense que ça c'est inévitable sur l'expérience. Et c'est là où le débat de j'ai une AI qui va comprendre à 92,3 ou 95,2. Pour l'expérience, dans le cadre d'une conversation, ça fera pas la différence. C'est-à-dire on va arriver. Je pense qu'il y a encore une grosse année de travail. Mais dans 1 an, ça fera plus la différence. Et donc ça va être l'UX, ça va être l'entraînement, ça va être la qualité du design de votre conversation, ça va être l'expérience globale, ça va être pour se concentrer sur la valeur ajoutée de ce qu'on fait avec le chatbot. Moi j'ai une dernière question. Tu parlais de partenariat du coup. Je sais que récemment vous avez fait un partenariat avec iAdvise et WebHelp, si je me souviens bien. Oui. C'est quoi du coup la valeur ajoutée de ces 2 partenariats? Déjà, on les adore. Ça c'est sympa. C'est-à-dire qu'on aime bien travailler avec ces gens-là. Alors WebHelp, c'est une histoire singulière. Je vais en dire 2 mots parce que on avait postulé à Viva Technologies en mars et Recast en mars. C'était pas grand-chose. WebHelp a dit « Nous, on vous veut sur notre stand parce qu'on sent qu'il y a un truc. » Peut-être tu peux juste préciser ce que font WebHelp pour... Donc WebHelp est un leader européen du BPO pour les services clients. Donc la outsourcing de centres de services et de relations clients, c'est une entreprise qui sont 30 000
Donc c'est vraiment une très très grosse boutique. Et donc dans le cadre de la relation client, ils ont une expertise qui est énorme. Et ils nous ont invités sur leur stand à Vivatech, et ça s'est soldé par... donc on a gagné l'innovation pour la partie User Experience. Il y avait une vingtaine de startups sur ce concours-là, et après on a terminé deuxième au concours Publicis 90 avec 3700 startups. Et donc là, en fait, WebHelp nous aide de la compréhension de leur métier et de se dire en quoi la techno de Recast est une rupture et comment ils peuvent améliorer les services clients. Et on a travaillé et on travaille des clients ensemble. Donc ils profitent de notre techno et nous, ils nous aident à accélérer sur les clients. Et puis iAdvice, c'est... moi, j'aime bien dire ça pour les partenaires technologiques et les sociétés qu'on aime bien, c'est iAdvice plus Recast AI, ça doit faire quelque chose de super. On doit se faire plaisir, et comment on travaille nos complémentarités. Et donc là, c'est une complémentarité technique, et de se dire, j'ai un chatbot, et comment je travaille le fallback. Aujourd'hui, c'est un des problèmes les plus importants qu'on a à résoudre. C'est quand le bot ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, il y a toujours des cas où le bot ne comprend pas. Voilà, et donc là, avec iAdvice, on peut se dire, je vais passer la main, je vais mettre le bot en pause, je vais passer la main, il y a quelqu'un qui va prendre pour faire ce qui manque, et puis repasser la main au bot. Et ça, ce serait très très bien de faire ça sans couture. Donc nous, on travaille ça. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Une dernière. Bonsoir. Moi, j'avais une dernière question, ou avant-dernière. C'était par rapport vous avez parlé de, on va dire, 4 industries ou 4 métiers de développement aujourd'hui. Et est-ce que vous avez une vision pour tout ce qui est au niveau des news et sites news? Parce que je sais qu'il y a plusieurs groupes qui se posent des questions à ce niveau-là. Alors, on travaille précisément ce sujet-là avec Zins pour avoir une offre spécifique sur les médias. Moi, je pense que c'est une opportunité. Ça rejoint moi, je le mets dans le volet marque, au sens, je vais pouvoir être au contact de ma base d'audience et pouvoir les engager, pousser des messages. Et il faut voir dans ce cas-là la conversation et les messaging apps comme un nouveau canal. Et donc nous, c'est comme ça qu'on le pousse. Et voilà. Et après, un petit disclaimer, ça fait un sujet de plus dans la liste de nos juste 2-3 sujets. Peut-être pour conclure, avec un peu d'anticipation, pour vous, c'est quoi la prochaine étape après le chatbot? Genre d'ici 10-15 ans, on va dire. D'ici 10-15 ans? Waouh, 10-15 ans. Moi, j'avais fait cet exercice jusqu'en 2025. Donc, je vais vous livrer 2025. Bon, déjà, je serais... Aïe, 2025. Hein? Facebook n'existait pas il y a 15 ans. Ouais. Non, mais c'est une super question. Hein. C'est très, très dur. Hein. C'est filmé en plus. Putain, on pourra me la ressortir. Hein. Merde. Bon, moi, je pense que... Alors, moi, ma vision, c'est ce que j'appelle l'humain augmenté. C'est aujourd'hui, on est tous augmentés. Et en fait, vous ne le savez pas, moi j'ai des lunettes, je suis augmenté. Si j'enlève mes lunettes, je vois moins bien. On a tous notre smartphone et ça nous augmente. On est tous perdus sans Google Maps. Okay, et les chatbots, ça va nous augmenter parce que ça va être complètement interconnecté avec les objets connectés. Il y a un domaine du context awareness qui est quelque chose sur lequel on travaille et qui va changer les choses. C'est-à-dire que... quand on va faire une demande, en fonction du contexte, vous n'aurez pas la même réponse. Okay, je réserve un resto, il est 12 heures, je suis autour de mon bureau. Bon, je vais aller déjeuner, il va me proposer des restos autour de mon bureau. C'est le samedi soir, il est 16 heures, bon, je vais réserver. Finalement, c'est peut-être pour 4, bon, c'est peut-être pour sortir, etc. Donc, il va me proposer autre chose. Donc, tout ça, ça va... je pense que au début, ça va nous... Ah, ça pique un peu, parce que ça va être peut-être jugé un petit peu intrusif, mais ça sera partout. Après, c'est le débat de, si on prend Facebook avec M, qui est le bot qui sait tout, nous, on a une vision un peu plus
Il faudra en parler à Ecomer, là, notre CTO, il est là, il faudra lui poser la question. On lève le bras, comme ça tout le monde sait que c'est toi. De ce qu'on appelle des métabots, c'est-à-dire que aujourd'hui les bots vont être spécialisés sur des use cases extrêmement étroits, et il faudra un bot qui va être capable de dispatcher aux autres bots pour pouvoir passer des choses et se passer les plats. Donc il va falloir développer des protocoles interbots. On va s'amuser, hein. Franchement on va s'amuser. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais voilà. Et du coup, pour rebondir, à quand le Jarvis d'Ironman Je donne une date? Bon, très bien, si c'est, il faudra s'en souvenir. 2029. Ah ok, c'est pas si loin que ça. Mais c'est 14 avril 2029. Fair enough, like it. Voilà. Moi, merci à tous d'être venus, merci Patrick. J'espère que vous avez. Merci à tous. Merci pour les questions.